concret que vous suivez chaque mardi, jeudi, dimanche et à des moments vendredi. C'est un plaisir pour moi de savoir que vous êtes en train de nous suivre, mais j'aimerais donner toujours un message d'espoir pour dire si les mois précédents, ça signifie le 11 premiers mois de l'année 2021, n'ont pas été fameux pour vous, dites-vous que ce dernier mois de l'année 2021, le mois de décembre, c'est un mois plein d'espoir, c'est un mois plein de conviction. C'est un mois où il faut se dire, le dernier mois de l'année, on peut avoir un miracle pour ceux qui sont chrétiens, qui y croient, mais il faut rester positif. C'est ça le message que j'ai à vous donner, parce que je me dis qu'il faut toujours un message d'espoir, mais tout en rappelant que le développement de la RDC est l'affaire de nous tous. Et pour ce faire, dans ce magazine, nous allons recevoir pour vous pour la deuxième fois M. Joël Malobo. M. Joël Malobo qui est au fait un jeune chercheur, un entrepreneur, mais aussi un businessman qui se bat dans le recyclage des sachets. Avec lui, nous allons parler de cette grande question sur la circulation, le manque d'informations sur la circulation financière dans une entreprise. Monsieur Joël Malobo, nous vous disons bonsoir. Bonsoir madame la journaliste. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Le mois de décembre, ça s'annonce bien? Ça s'annonce très bien, oui. Ça s'annonce très bien. Oui, oui. Vous êtes dans le business, vous êtes dans le recyclage des sachets. Est-ce que vous pensez que vu la situation économique, moi j'ai toujours dit aux téléspectatrices, aux téléspectateurs que l'économie prime sur la politique. Vu la conjoncture actuelle, est-ce que vous pensez que dans votre domaine ça se passe bien, avant qu'on entre dans le vif du sujet? En fait, dans mon domaine, vu la vie actuelle, ça ne se passe pas vraiment bien justement parce que la notion de recyclage n'est pas vraiment inculquée dans la tête des populations des Congolais. Et donc, nous demandons à ce que tout Congolais puisse avoir cette notion de recyclage pour justement rendre la ville propre, en particulier Lubumbashi et tous les coins. Et donc, nous sommes en train de forcer pour essayer au moins de sensibiliser les gens, leur inculquer cette notion de recyclage, cette notion de les gestes là de consommer et jeter, ce qui n'est pas bien. Il faut consommer et chercher où jeter. Et donc, les domaines dans lesquels nous évoluons, ça ne marche pas encore vraiment bien justement parce qu'il y a encore un problème de l'homme congolais sur le recyclage. Il y a encore un problème de l'homme congolais sur le recyclage, donc il y a un problème de mentalité qui vous poursuit dans ce domaine. Effectivement. Dans votre domaine, vous avez une société où vous avez un groupe de jeunes, des amis avec qui vous travaillez. Comment ça se passe? En fait, dans notre programme, nous n'avons pas encore une société comme telle, mais néanmoins, nous avons un groupe des amis, dont moi-même je suis le visionnaire de ce projet. J'ai essayé de contacter certains amis qui ont cru à ma vision, et avec eux, on a commencé à évoluer ensemble. Et donc, c'est encore un groupe de jeunes qui ont vraiment cet amour du pays, cet amour de la province du Haut-Katanga. Parce qu'au départ, nous avons appris il y a très longtemps par un homme politicien que non, bientôt le Lubumbashi sera un Djobourg. Et donc, cette mentalité, nous devons tous savoir comment chacun bannir, peut contribuer. Voilà, comment bannir ces gestes-là de consommer et jeter. Donc, la mentalité de l'homme congolais sur le recyclage, c'est vraiment un problème que nous sommes en train de nous débattre. Mais vous êtes au nombre de combien avec ce groupe des amis? Parce que c'est vous le visionnaire, c'est vous, au fait, le manager de ce projet. Est-ce que vous avez pu, pendant cette période pandémie Covid-19, réaliser quelque chose en ce qui concerne le recyclage de sachets? Oui, bien sûr. Au départ, nous sommes au nombre de 7 personnes. Donc, il y a beaucoup de gens. Il y a ceux qui sont des ingénieurs en informatique. Il y a vraiment toute catégorie de personnes. Mais ce sont sept personnes qui pilotent au fait ce projet de recyclage de sachets. Voilà, ce sont les 7 personnes qui sont avec moi. Mais le financement, où est-ce que vous avez le financement? Voilà, c'était vraiment un problème pour nous parce que quand on a essayé de commencer ces projets, on s'est posé la question de savoir comment avoir les moyens.
Et donc, moi, personnellement, je suis en train de me débrouiller autrement. Avec le peu que je garde, avec le peu que je trouve, j'essaie de contribuer à l'évolution de notre système. C'est-à-dire, avec les amis aussi, on travaille en équipe. Celui qui peut avoir un petit rien, il apporte pour que le groupe aille de l'avant. Et donc, les financements plutôt est encore personnel. Et on n'a pas encore quelqu'un, donc un bailleur de fonds. Donc, nous évoluons avec les moyens de bord. Vous évoluez avec des moyens de bord, vous n'avez pas encore un bailleur de fonds. Mais quel est le travail que vous avez fait concrètement jusque-là en ce qui concerne le recyclage des sachets? Oui, concrètement, nous avons eu à recycler d'abord les sachets et les bouteilles plastiques avec lesquelles nous avons eu à fabriquer les pavés écologiques. Nous, avec l'équipe, on appelle ça les pavéco, donc les pavés écologiques. Donc ce sont des actes qui ont déjà... qu'on a déjà eu à faire dans la ville de Lubumbashi, et il y a des échantillons qui sont là. Donc on a eu à travailler à faire des pavés, et on a eu à travailler à faire du carburant, ce qu'on appelle les carburants traditionnels. C'est ce que notre nomenclature, notre jargon dans les groupes, on appelle ça les carburants traditionnels. Donc ce sont les œuvres qu'on a déjà eu à réaliser. Ça s'est très bien comporté sur le marché, et ça fait combien de temps que vous avez expérimenté les pavéco? Vous avez dit pavéco, ça signifie pavé écologique, et puis le carburant que vous appelez carburant traditionnel. Vous avez eu à le faire, mais c'était pendant quelle période? Parce que là, nous sommes en train de finir déjà 2021. Oui, nous avons commencé à faire ce travail, c'était depuis le mois de mars 2021. Alors, normalement, on produit pour vendre. Mais nous, nous étions encore dans une phase d'expérimentation. On a produit, on a essayé et ça marchait. Et en termes de chiffres, je ne saurais pas vous dire combien ce qu'on a vendu, mais ce qui est vrai, on n'a encore rien vendu, mais on avait d'abord produit pour expérimenter. Et l'expérimentation a été géniale. L'expérimentation a été géniale. Les pavéco, vous en avez produit environ combien avant qu'on entre dans notre sujet qui nous concerne ce soir? Nous en avons produit environ 1000 pavés qu'on a essayé de plaquer sur un terrain d'un ami d'ailleurs. Alors on a essayé de faire toutes les expériences. Il y a eu un véhicule qui est monté dessus. Pour nous, on pensait que les pavés pourraient se casser, mais heureusement, ça ne s'est pas cassé, ce qui veut dire que le mélange a été bien. Oui, le mélange a été bien, j'espère pour vous. On a connu dans cette province, à l'époque du Grand Katanga, nous avons connu une situation d'un ingénieur qui était passé aussi, qui avait fait une expérience, sinon une expérimentation sur l'avenue Maniema avec des pavéco. Vous renseignez-vous, peut-être vous connaissez l'histoire, mais apparemment ça n'avait pas vraiment marché. Je souhaite que les pavéco que vous êtes en train de fabriquer, que ça marche très bien, surtout que vous êtes de jeunes et vous avez ce souci de voir cette culture, la mentalité des Haut-Katangais changer en ce qui concerne l'utilisation des sachets de bouteilles en plastique. Vous avez besoin que tous comprennent que le recyclage est très important et que les pavéco sont en fait une solution. J'espère pour vous que ça va vraiment tenir parce que vous êtes le visionnaire de ce projet. Nous entrons dans le vif de ce sujet de ce soir. C'est autour du manque de l'information financière dans une entreprise. Quel est votre point de vue face à cela? Merci beaucoup, Madame la journaliste, pour la question. La circulation des informations financières aujourd'hui dans les entreprises est devenu un problème. Pourquoi? Parce que nous avons eu à faire ce qu'on appelle l'étude empirique. On a eu à descendre dans certaines entreprises. Vous allez vous rendre compte que les personnels sont en train de pleurnicher. Ils se disent que non, voilà, on nous a dit que non, l'entreprise n'a pas réalisé les bénéfices. Voilà pourquoi les salaires est comme ça. Chose qui n'est pas bien. C'est vraiment déplorable. Nous sommes sortis de mutation en mutation. Au départ, nous avions la période des courants classiques. Quand on parle de courants classiques, on fait allusion à l'auteur Jean-Baptiste Essay, Ricardo et Adam Smith. Les entreprises qui évoluaient en cette période, c'est-à-dire 18e et 19e siècle, ils s'habituaient à ces systèmes, ces systèmes de pensée. Mais non seulement les classiques, il y avait un courant qui est né pour contredire les classiques. Là, il y avait les socialistes avec Karl Marx, il y avait les néoclassiques avec Léontif. Et après ça, il y avait un interventionniste qui est venu, qu'on appelle Keynes. Keynes avait contredit la pensée classique et il est venu s'imposer avec sa nouvelle pensée. Et la nouvelle pensée de Keynes, c'est la pensée que nous vivons aujourd'hui. C'est laquelle, cette pensée? Voilà. En fait, les classiques, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que l'offre créait sa propre demande.
Tandis que Keynes est venu, il a dit non, l'offre ne crée pas seulement sa propre demande, mais il faut qu'il y ait l'intervention de l'État dans cette histoire. Avec la période classique, les riches deviennent de plus en plus riches parce que la mission de l'État était limitée. Donc l'État ne les pauvres restaient pauvres. Voilà. Les pauvres restaient de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. Les classiques, ils disaient que l'État devait seulement rester dans sa mission régalienne. Alors, Keynes, quand il est venu, il a contredit la pensée classique. C'est-à-dire, avec Keynes, il dit, quand la production augmente, cela est expliqué par le revenu. Quand le revenu augmente, cela est expliqué par la consommation. Et il a fait ce qu'on appelle l'effet multiplicateur de Keynes, qui explique que la production, quand elle augmente, elle est expliquée par les revenus. Et le revenu, quand il augmente, est expliqué par la consommation. C'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur de Keynes, avec l'effet accélérateur de Keynes. Le milieu, c'est ce qu'on appelle l'oscillateur de Samuelson. C'est-à-dire, Keynes est venu contredire la pensée de l'école classique. Ce que nous vivons aujourd'hui dans les entreprises, c'est grâce à Keynes, c'est la pensée de Keynes. La circulation des informations financières, c'est vraiment un problème très important. Au départ, les informations financières, et il y a 5 catégories de personnes qui ont besoin de ça. Il y a d'abord les actionnaires, parce que c'est eux les apporteurs de capitaux. Ils doivent savoir comment est-ce que l'argent qu'ils ont investi a produit combien. Donc c'est très important pour eux. Il y a l'État congolais. On dit toujours, avec la loi de Bakajika, on dit que les sous-sols appartiennent à l'État. Oui. Les entreprises doivent payer les impôts et les taxes pour le développement du pays. Et donc, l'État a besoin des informations financières. Non seulement l'État, il y a les banques. Aujourd'hui, pour qu'une entreprise puisse réaliser un grand projet, il doit faire recours à la banque, ce qu'on appelle les prêts. Et la banque, avant de libérer ses prêts, il doit étudier ce qu'on appelle les délais de récupération. Et donc, c'est très important que la banque ait l'information financière de l'entreprise. Non seulement la banque, il y a nous les chercheurs, nous devons publier. Et donc, on a besoin des informations financières. Madame la journaliste, la dernière personne qui a besoin des informations financières, c'est les travailleurs. Donc, les 5 catégories qui interviennent. Okay. Voilà. Et ces personnels, ils sont en quelque sorte minimisés. On se dit que non, ce n'est pas important de leur dire. Parce que les financiers se disent que la finance, c'est juste pour nous les financiers. On ne doit pas dire à tout le monde ce que nous faisons. Les finances, c'est pour les financiers aussi, voilà. Pour la hiérarchie, ou sinon la haute hiérarchie, si on peut dire ainsi. Voilà. Or, les personnels, ils doivent se sentir impliqués dans la chose. Ils doivent se sentir que la chose que je suis en train de faire a produit les résultats tels. C'est pourquoi nous demandons à tout prix que l'information financière soit partagée à cette personne qui est le personnel. Parce que même dans la comptabilité, les personnels, ils sont là. Il y a un compte qu'on appelle le compte 87 qui est la participation des travailleurs. Ce qui veut dire qu'il a droit à avoir cette information financière. Vous ne pensez pas que peut-être que les entreprises ne donnent pas cette information financière au personnel? On a toujours parlé des cadres et agents, ou peut-être que les responsables, les financiers, la hiérarchie, si on peut le dire, la haute hiérarchie d'une entreprise, refusent de donner les informations aux agents pour éviter un malaise au sein de l'entreprise, pour éviter d'autres revendications au sein d'une entreprise. Vous ne pensez pas votre point de vue? Non, je ne pense pas, parce que c'est un droit. Je suis un travailleur d'une entreprise, je dois savoir la situation, la santé financière de mon entreprise. Je dois m'y impliquer. Aussi longtemps que je sais que en fait, les bénéfices cette année n'a pas bien marché, je dois faire un effort pour que les mois prochains, nous puissions avoir des bénéfices. Donc c'est un travail d'équipe. Tout le monde doit se sentir impliqué dans le développement de l'entreprise. Et ce que nous voyons ailleurs dans les pays étrangers, l'information financière, c'est publié même sur les réseaux sociaux, même sur l'Internet. C'est pour dire que toute personne a droit à cette information. Parce que déjà, il y a un contrat. Quand quelqu'un est engagé dans une entreprise, il y a un contrat. On ne peut pas aller à l'encontre du contrat. Et si les personnels vont à l'encontre du contrat, ça va créer des problèmes avec l'entreprise. Bien sûr que c'est un problème, parce qu'ici nous sommes en train de parler sur des catégories d'entreprises. Il y a l'entreprise privée et l'entreprise de l'État. Même dans sa définition, les finances, il y a les finances et la finance.
Donc les finances, c'est pour l'État, les finances au pluriel, et la finance, c'est pour les entreprises publiques, et des privées plutôt. En fait, les problèmes qui commencent au sommet des instances, les instances, ils doivent impliquer, ils doivent plutôt s'impliquer, donner les ordres aux entreprises. Toute entreprise qui veut œuvrer dans notre pays, en RDC, il faut respecter ça, A, B, C, D. Les informations financières, si les actionnaires ont droit à ça, les banquiers ont droit à ça, les personnels aussi qui contribuent à l'évolution de l'entreprise, ils ont droit à ça. Donc c'est question juste aux instances de la haute hiérarchie de notre pays de s'y impliquer, de donner les ordres aux entreprises, tant privées que publiques. Et ça va aller. Et ça va aller. Oui. Vous êtes optimiste? Oui, ça va aller. Vous pensez que le mal n'est pas profond en ce qui concerne cet aspect du manque de communication de l'information financière? Non, le mal n'est pas vraiment profond. Il suffit que l'État puisse s'impliquer, donner les ordres à la création d'une entreprise et leur dire que non, chez nous en RDC, parce que nous devons être modernes aussi. On ne doit pas rester dans les systèmes anciens où on ne partageait pas l'information financière. Je vais vous prendre à mot. Je vais vous prendre au mot. Oui. Je vous prends au mot. Vous dites qu'il faut partager l'information. Vous dites que c'est l'État qui doit s'impliquer, doit nous donner des instructions, que ce soit pour une entreprise publique ou pour une entreprise privée. Je vous prends au mot. En RDC, on vit une situation de ceux-là qui ont des entreprises qui appartiennent aux Chinois, les investisseurs chinois. On se rend compte que dans plusieurs entreprises où il y a les patrons qui sont des Chinois, les investisseurs sont des Chinois, il y a un très mauvais traitement des Congolais, des Congolaises qui travaillent dans ces entreprises. Et ces Chinois, aujourd'hui, sont devenus des hommes forts parce que il y a une certaine hiérarchie, une haute hiérarchie qui protège ces Chinois. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, le cas des Chinois, que le mal n'est pas profond? Et il y a même ces entreprises qui ont signé de contrats, je prends dans le secteur minier, qui ont signé de contrats de 25 ans pour exploitation d'un carré minier, des minéraux dans un coin du pays. En fait, tout ça, les problèmes reviennent à l'État. L'État, il doit prendre des choses au sérieux. Nous avons un nouveau président. Avec le nouveau président, nous devons changer beaucoup d'histoires. Notamment les cas pareils. Moi-même, par exemple, j'ai eu à travailler avec les Chinois. Et la chose que vous me dites, elle est vraie. Et donc, si l'État s'implique... Je ne savais pas que vous avez travaillé avec les Chinois. C'est une bonne information. Voilà, dans les mining, on a eu à travailler avec eux ensemble. Et donc, si l'État s'implique, l'État donne les ordres. On a suivi dernièrement les discours du président de la République à Kolwezi. Il a dit que nous devons faire des partenariats gagnant-gagnant. L'État doit s'impliquer. L'entreprise chinoise, ce n'est pas seulement les Chinois qui travaillent. Il y a des Congolais aussi. Il y a des interprètes. Si les Chinois n'arrivent pas à comprendre la juridiction congolaise, ils n'arrivent pas à comprendre la législation congolaise, les Congolais, ils doivent leur expliquer comment les choses passent. Et donc, l'État congolais, il doit toujours s'impliquer. Donc, la charge revient à l'État. On ne doit pas commencer à signer des contrats pour signer, pour s'enrichir. Alors, il faut voir les... Oui, je m'excuse, on ne doit pas commencer à signer des contrats puisqu'il faut signer. Quelle est la plus grande sanction selon vous? Surtout que vous avez travaillé dans une entreprise chinoise, moi je ne le savais pas. Je le dis comme ça parce que nous vivons cela, c'est devenu monnaie courante de voir des Congolaises, des Congolais qui travaillent dans des entreprises chinoises qui sont maltraités, qui n'arrivent plus à s'exprimer dans leur propre pays. Je ne vois pas un seul Congolais qui peut aller s'amuser en Chine. Quelle est la plus grande sanction selon vous que l'État congolais peut appliquer face à ces Chinois? Je n'ai rien contre les Chinois, mais c'est leur comportement. À ces Chinois qui sont patrons des entreprises qui maltraitent les Congolais en ce qui concerne le non-respect de contrats de travail, le non-respect de la législation congolaise, le non-respect des droits humains des Congolais. Quelle est la plus grande sanction à votre avis, avant qu'on retourne dans ce qui nous concerne? Oui, à mon avis, la plus grande sanction serait dans les textes. C'est-à-dire, l'inspection du travail a des textes, la juridiction, c'est-à-dire, je parle des instances judiciaires, qui ont des textes
toute entreprise doit vous respecter. Et c'est dans les textes, là, on sait savoir que non, si on commet ça, nous serons punis comme ça. Et donc, il y a aussi les juridiques dans les entreprises chinoises qui doivent expliquer. Est-ce qu'ils ont un mot à dire? Voilà, c'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes aussi. Vous voyez? Et donc, les Congolais, ils doivent se sentir mieux chez eux. Nous sommes chez nous au Congo. Nous, Congolais, on ne peut jamais faire ce que les Chinois font là chez eux. Et donc, nous devons d'abord apprendre à nous respecter, à respecter notre pays, à respecter l'homme congolais avec qui nous travaillons ensemble. Vous voyez? Et donc, les Congolais, ils doivent dire à ces Chinois que nous devons marcher comme ça. Quand les Chinois veulent dérouter, non, reviens, il y a les textes que nous devons respecter. Donc, la plus grande sanction pour vous, sont les textes. Oui, oui. Les sanctionner par rapport aux textes qui nous régissent, voilà. Par rapport à la Constitution, oui. Par rapport à la législation du travail. Oui, oui. Donc, c'est un appel que vous lancez à l'inspection du travail, oui. À la commissaire provinciale de l'emploi et du travail, à la ministre du travail, prévoyance sociale. Donc c'est un appel que vous lancez. Aux instances judiciaires. Aux instances judiciaires. Oui, oui. Donc c'est un appel que vous lancez. Oui, oui. Nous revenons dans notre sujet. Nous sommes en train de parler, je rappelle, fidèles téléspectateurs de l'RTNC Katanga, je rappelle que nous recevons M. Joël Malobo, qui est au fait un jeune entrepreneur, un chercheur. Il est dans le domaine du recyclage des sachets de bouteilles en plastique. Avec lui, nous sommes en train de parler de cette question sur le manque d'informations financières dans une entreprise. Il a bien expliqué la loi des classiques, donc le principe des économistes classiques. Il a très bien expliqué le principe de Keynes, qui a pratiquement contredit les classiques en ce qui concerne l'économie. Et nous abordons avec lui une question qui fâche, qui dérange tout le monde. C'est la question sur les petites coupures. En RDC, nous avons le premier grand billet que nous avons en francs congolais, c'est 20 000 francs. Et puis ensuite, il y a 10 000 francs congolais. Nous avons 5 000 francs congolais. Après, nous avons 1000 francs congolais et nous avons 500 francs congolais, 200 francs congolais, 100 francs congolais et ensuite, je pense, 50 francs congolais. Donc, ce sont des billets, nous n'avons pas des pièces comme dans d'autres pays. Mais il y a une problématique depuis des années maintenant. Monsieur Joël Malobo, comment vous voyez cette problématique face aux petites coupures? Quel est le constat que vous avez fait? Laissez-moi vous raconter une histoire. C'était un jour au centre-ville. Je devais prendre mon transport pour me rendre au golf. Dans un bus, on était avec une maman qui devait descendre au niveau de Pengapenga parce que c'est la route souvent qu'on prend. Et on nous dit les billets, donc les tickets, et ça coûte au moins 700 francs. La course. La course. Nous sommes dans le bus, on arrive au niveau de Pengapenga et la maman a sorti 1000 francs. Et les receveurs, comme on les appelle ici, et ils devaient à la maman 300 francs congolais. Et c'était un problème. Ils ont commencé à se chamailler, les insultes et tout. Et puis, bon, dans le bus, on a commencé à insulter les receveurs pour dire que non, comment est-ce que vous pouvez mettre les prix à 700 francs? Pourtant, vous savez qu'il y a un problème de petites coupures. Et donc, c'était vraiment un sérieux problème. Alors, moi, en tant que chercheur, nous avons eu à faire des recherches là-dessus. Nous nous sommes rendus compte que c'est vrai. Les petites coupures chez nous au Congo, donc c'est perdu. Pourtant, ce sont des choses que nous vivons. Aujourd'hui, madame la journaliste, si vous allez dans les supermarchés, sur les rayons, vous allez voir un bien qui coûte 700 ou bien 520 francs congolais. Alors, si vous arrivez à la caisse, au lieu de payer les 520, vous êtes obligé de payer 1000 francs. Et le reste, ce sont des Bic Razor ou bien des stylos. Ou de bonbons qu'on vous donne. Voilà. Et parce qu'on a un problème de petites coupures, nous faisons enrichir les commerçants. Et nous nous approvisionnons. Pourquoi? Parce que j'avais un projet de sortir 700 francs, mais je suis arrivé à sortir 1000 francs. Et je n'ai pas les échanges. On me donne les papiers, on me donne les papiers mouchoirs, on me donne les stylos. Pourtant, j'en ai à la maison. Si je commence à compter les 300 francs d'échange par chaque transaction, avec 10 transactions, je peux arriver à 3000 francs que j'ai fait enrichir aux commerçants. Donc, c'est vraiment un problème très sérieux.
Et donc, ce que moi je peux vous dire, c'est que ces problèmes, pour que ça soit résolu, il faut qu'il y ait vraiment l'implication de l'État, de la Banque centrale surtout. L'implication de la Banque centrale, est-ce que vous pensez que la Banque centrale a le temps, ou la Banque centrale aura le temps de trouver une solution face à ce manque de petites coupures? Les Congolaises, les Congolais s'approvisent, les commerçants gagnent. Est-ce que vous pensez que la Banque centrale aura le temps? Parce que est-ce que vous pensez? Et puis, oui, j'en pense. Pourquoi? Parce que la Banque centrale est là, et c'est une banque qui a six missions ou 6 rôles. Oui. C'est une institution de mission, c'est-à-dire que la Banque centrale est obligée à émettre les billets, des nouveaux billets qu'on appelle recourir à la planche à billets. La Banque centrale contrôle et les taux d'intérêt, contrôle les crédits et fixe les taux d'intérêt. La Banque centrale, c'est une caisse de l'État. La Banque centrale, elle est conseillère de l'État en matière de la politique économique. Et la Banque centrale, c'est une banque des banques. Parce que la Banque centrale est une banque des banques, parce que la Banque centrale joue le rôle de l'institution d'émission, c'est la Banque centrale qui émet des billets. Et donc, les problèmes monétaires, c'est un problème qui concerne la Banque centrale. Et donc, c'est à la Banque centrale de chercher à résoudre ces problèmes. Nous espérons que la Banque centrale est en train de vous suivre, sinon les services de la Banque centrale sont en train de vous suivre, de nous suivre, si ce n'est pas à travers la chaîne, notre chaîne RTNC directement, sur la chaîne YouTube. Je pense qu'ils sont en train de vous suivre. C'est vrai qu'il y a un problème sérieux en ce qui concerne les petites coupures en RDC. Je prends le cas de la province du Haut-Katanga, puisque nous sommes dans la province que dirige Jacques Kaboula Katoué. Mais la question, est-ce que la Banque centrale, vous, c'est votre souhait, vous dites que la Banque centrale doit résoudre ce problème, parce que la banque a 6 missions, la Banque centrale. Est-ce que vous ne pensez pas que la Banque centrale de la RDC est préoccupée avec des millions de dollars au lieu de s'occuper des francs congolais? Parce que jusqu'à preuve littérale du contraire, le billet, sinon la monnaie utilisée en RDC, ça reste les francs congolais. Est-ce que vous pensez? Oui, je pense, parce que déjà au départ, la Banque centrale, c'est déjà un problème comme vous venez de le soulever. Aujourd'hui, comment est-ce que dans un pays, madame la journaliste, on paye les gens en dollars? Vous ne pouvez jamais arriver aux USA, on vous paye en euros. On vous paye en dollars parce que c'est leur monnaie. Au Congo aussi, notre monnaie, c'est les francs congolais. On doit nous payer en francs congolais. Je vais vous raconter, une fois j'ai eu à lire sur une page, le directeur général chargé des opérations de la Banque centrale, M. Dieudonné Kayembe, c'était en 2013, parce que les problèmes des petites coupures n'ont pas commencé aujourd'hui. Okay. En 2013, on lui a posé la question concernant les petites coupures. Ce dernier a dit, ces problèmes nous concernent, nous, la Banque centrale. Nous devons résoudre ces problèmes. Monsieur Kayembe à l'époque. Monsieur Kayembe à l'époque. Arrivé en 2014, la chose s'est encore beaucoup plus empirée. Les gens sont rentrés voir M. Kayembe. M. Kayembe a dit, les problèmes des petites coupures ont déjà été résolus chez nous. C'est la question maintenant aux banques commerciales. Nous allons d'abord revenir à M. Joël Malobo. Il semble que vous êtes membre de la VCD. Il semble ou c'est vrai? Oui, c'est vrai. Vous êtes membre de la VCD. Bien sûr. Qu'est-ce que ça signifie, la VCD? En fait, la VCD, d'abord, elle répond à l'acronyme quoi, qui, où, quand. Et donc, la VCD, c'est une vision. De quoi? Une vision de qui plutôt? D'une collection. Donc, une vision collective pour le développement du Congo. Et donc, c'est vraiment une plateforme des ASBL. C'est une ASBL. Voilà, okay. C'est une plateforme des ASBL qui a la possibilité de faire entendre les messages à la haute hiérarchie. La haute hiérarchie, vous entendez par ça c'est-à-dire l'État, les institutions de l'État. La haute hiérarchie, oui. Ok. La VCD, c'est pour dire? La vision collective pour le développement du Congo. Okay. C'est une plateforme apolitique. Ce n'est pas politique. Alors ça signifie, quand vous dites apolitique, ça a toujours commencé comme ça, surtout quand on approche petit à petit des échéances électorales. Ça a toujours commencé par dire c'est une ASBL et puis ensuite peut-être qu'on va se réveiller demain, ça devient un parti politique. Je n'ai pas dit que c'est le cas chez vous, oui. Mais nous avons pris l'habitude. Mais quels sont
les conditions pour adhérer à la VCD, quelles sont les conditions? Les conditions pour adhérer à la VCD sont simples. Et donc, pour les personnes physiques, il y a ce qu'on appelle l'adhésion. Les personnes physiques, ils nous donnent que 5 $, équivalent à 10 000 francs congolais. Et donc, vous donnez vos 5 $ équivalent à 10 000 francs congolais, vous avez une fiche à remplir et vous allez plutôt adhérer à la VCD. Il y a aussi les personnes physiques et les personnes plutôt morales, c'est-à-dire les entreprises, ils ont droit à payer 50 $ pour être adhérés à la VCD. Pourquoi? Parce que la VCD, c'est un cadre de réseautage. C'est un cadre qui fait entendre les projets de tout un chacun. Alors, on s'est dit à un moment par les fondateurs lui-même, qui est le président Jetro Muyombi. Ah, c'est lui le fondateur. C'est le fondateur, Okay. oui. Il s'est dit, il y a beaucoup des ASBL. Il y a beaucoup de jeunes gens qui ont des projets, mais il manque de financement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons avoir un cadre pour faire entendre tous ces projets, pour faire entendre tous ces ASBL aux institutions de l'État, qu'ils comprennent au moins que non, dans la VCD, il y a un projet tel qui demande un financement. Raison pour laquelle le président Jetro Muyombi a eu cette vision. Il a créé la VCD qui est aujourd'hui dans plus de 16 provinces de notre pays. Sur 26 provinces. Vous êtes dans 16 provinces. Voilà. Dans 16 provinces, dont la province du Olomami. Effectivement. Nous avons appris que M. Jetro Muyombi, qui est le président de votre ASBL, la VCD, serait candidat gouverneur dans la province du Olomami. C'est un secret ou c'est connu? Non, mais ce n'est pas un secret parce que déjà quand la CENI lance les messages de dépôt de candidature, tout le monde y va à son propre gré. Et donc, Maître Jetro Muyombi, qui est le président de la VCD, bien sûr, il est candidat au poste de gouverneur dans les Olomami. Pourquoi? Parce que c'est un développeur. C'est quelqu'un... Quand vous essayez d'échanger avec lui, vous sentez vraiment le développement à lui. Raison pour laquelle il veut à tout prix développer la province du Olomami, qui est beaucoup plus oubliée dans la décentralisation. Qui n'est pas oubliée, je pense que la province du Olomami n'est pas oubliée, mais peut-être qu'il y a un problème des animateurs chaque fois. Nous espérons que le président, le visionnaire de votre ASBL, M. Jetro Muyombi, qui est candidat gouverneur dans la province du Olomami, va gagner ce pari et que ça ira mieux pour la province du Olomami. Mais la question, est-ce que vous avez mené des actions au niveau de la VCD dans la province du Olomami? Est-ce que M. Jetro Muyombi dans la province du Olomami est connu? M. Jetro Muyombi, au départ, c'est un natif de la province du Olomami. Ah, ok. Ça, c'est une information importante. Oui, oui. Il est connu dans les Olomami. Il a déjà mené beaucoup d'actions dans les Olomami. Donc, madame la journaliste, si vous partez aujourd'hui dans les Olomami, demandez même à un petit enfant qui est Jetro Muyombi, il va t'amener là où se trouve la direction de la VCD, la direction de toutes les histoires qu'il fait là dans les Olomami. Ah ben, ce n'est pas un lieu pour la campagne de M. Jetro Muyombi, qui est candidat à gouverneur de la province du Olomami, mais c'est important d'en parler parce que c'est lui le visionnaire de la VCD. Nous sommes dans ce magazine économique concret. Nous allons tout de suite prendre la rubrique concret dans le concret. Nous vous avons dit que nous allons faire la ronde des provinces. Et la province par laquelle nous avons commencé, c'est celle où nous vivons, la province du Haut-Katanga. Le Haut-Katanga dirigé par un jeune, un vaillant, un monsieur qui veut à tout prix le développement de la province du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katwe, que vous appelez affectueusement Wandani, mais que j'appelle, je l'appelle le VHS. Je sais que ça fait débat, il y a des gens qui m'ont écrit une box. VHS, le vrai homme du social, parce que quand vous regardez des images en VHS, même 20 ans après, vous allez récupérer ces images sans problème. J'en sais quelque chose parce que je suis professionnel des médias. Ça signifie le travail qui est là-bas, c'est du concret. Ce sont des actions concrètes. Nous ne sommes pas dans le VAP lorsqu'on parle de la province du Haut-Katanga. Nous allons faire la ronde. La province du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katwe se donnait un idéal. Il est dans la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais il se dit, dans cette vision, je ne peux pas seulement rester dans la ville de Lubumbashi. Il fait le travail dans tous les 6 territoires qui composent le Haut-Katanga.
Le ministre provincial de la Santé, Joseph Ntsambi, est allé pour inaugurer une morgue. Je n'en dis pas plus, vous allez suivre les images. C'est une morgue moderne sortie de terre dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Kilwa à Kilwa dans les secteurs de Mwero, territoire d'Mpweto, sur financement du gouvernement Kaboula. Quelques mois après la pose de la première pierre par le gouverneur Jacques Kaboula Katoué, en son nom, le ministre provincial de la Santé, le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda, a inauguré ces lieux de conservation des corps ce 20 novembre 2021. Morgue moderne avec annexe et chambre froide d'une capacité de 6 corps. L'administrateur du territoire et le médecin-chef de zone ont remercié le gouverneur pour avoir soulagé la population. Celle-ci éprouvait des difficultés quant à la conservation des corps. Le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda a signifié à la population la volonté du gouvernement Kaboula de prioriser les domaines de la santé. Après la coupure du ruban symbolique, le ministre provincial de la Santé a visité la morgue. C'est une morgue qui répond aux normes actuelles de modernité puisque tous les compartiments sont respectés. Il y a même un bureau, un cabinet du médecin légiste qui peut faire des autopsies et il y a la salle funéraire. C'est encore une fois vous dire que le gouvernement du Haut-Katanga est très déterminé à accompagner le chef de l'État dans sa vision de moderniser ce pays et surtout puisqu'il tient à la santé de la population congolaise, à amener vraiment ce pays en 2030 à la couverture santé universelle. Cette couverture santé universelle passe par le développement des infrastructures en investissant beaucoup d'argent, par le développement des ressources humaines en santé et aussi par l'octroi des médicaments essentiels à nos hôpitaux, ce qui est en train de se faire. C'est un motif de satisfaction pour la population. Remercier monsieur le ministre de la Santé pour venir pour l'équipe vraiment la population ilissouffrir bantu wanaanza kuhangaika beko nashika bantu dar juu ya mtu asharabike mais hapa tunapata morgue si population ya Kilwa tout le monde wababa na wamama tunaendelea vraiment kumremercier Mungu azidi kumbariki et pour amupe tunakire puis amsaidia na mkazi endelee mbele Kaboula Katoué gouverneur wetu wote pamoja na ministre de la santé tunatera sana kuiba ministre wetu wa daktari wakutuletera na Kaboula Katoué tuletera na morgue. Cette nouvelle infrastructure mortuaire érigée sur financement du gouvernement Kaboula a remplacé l'ancienne morgue de fortune dépourvue de tous les nécessaires. Le ministre provincial de la Santé, Joseph Ntsambi, est allé pour inaugurer une morgue. Je n'en dis pas plus, vous allez suivre les images. Il a décidé d'aller voir parce que le problème des morgues se pose un peu partout. Vous allez me dire, mais ça fait peur la morgue. Non, on doit savoir qu'un jour on est né, un jour on va mourir. Mais il faut un endroit, surtout pour nous qui sommes chrétiens, il faut un endroit où on doit amener le corps avant de l'amener au cimetière, la morgue. Et une morgue doit être bien construite, bien climatisée. Une morgue doit répondre aux normes internationales. Suivez ces descentes du ministre provincial de la Santé, Joseph Ntsambi, pour l'inauguration de la morgue. On y va. Après cette inauguration de la morgue, nous sommes dans le concret. Nous voulons que le gouverneur Jacques Kaboula Katoué construise des routes de qualité. Nous voulons que la province du Haut-Katanga soit cette province où on parle du développement, mais où l'on vit également le développement. Les infrastructures vous en disent plus. Et ce qui est intéressant avec Jacques Kaboula Katoué, avant de désannoncer, information, notre deuxième rubrique, information, vous avez constaté qu'il y a bouclage dans la ville de Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Ce bouclage, ce n'est pas pour vous déranger, fidèles téléspectateurs, fidèles téléspectateurs, c'est une manière de vous dire qu'il faut payer les impôts, il faut payer les taxes. Ce n'est que lorsque nous payons les impôts, les taxes que nous donnons au gouverneur Jacques Kaboula Katoué ensemble avec son équipe gouvernementale, les moyens de leur politique. Nous devons apprendre tous à payer les taxes, à payer les impôts, acheter nos vignettes,
les stationnements, tous les documents de bord concernant nos véhicules. C'est bien beau d'acheter une Jeep, c'est bien beau d'avoir sa moto, c'est bien beau d'avoir un moyen de transport, d'avoir un véhicule que nous mettons à la disposition de la population pour le transport, mais il faut également payer les taxes. Ne pensez pas que c'est un dérangement, il faut payer les assurances, c'est très important. C'est la première information. Faites un effort de payer les impôts, de payer les taxes. Nous devons cesser avec ces habitudes de trafic d'influence. Au lieu de payer les taxes, les impôts, on prend son coup de téléphone, on appelle telle autorité. Et également à vous, les autorités, je prends toute l'équipe, vous qui nous gérez, c'est à vous de prêcher aussi par l'exemple. Vous êtes députés provinciaux, vous êtes directeur provincial dans une entreprise, vous êtes, je ne sais pas, quel que soit votre rang, vous devez payer les impôts, vous devez payer les taxes. Arrêtez avec le trafic d'influence. C'est important de savoir que le trafic d'influence ne nous ont pas aidés dans ce pays, ça détruit ce pays. La corruption a détruit ce pays. La première information, payons les taxes, les impôts, c'est important ce bouclage qui se passe. Donnons au gouverneur Jacques Yabula Katoué avec son équipe les moyens de leur politique. Si nous ne payons pas, ils n'auront pas de quoi faire des bonnes routes que nous voulons. Ils n'auront pas de quoi acheter des intrants qu'il faut. Le sac de farine de maïs, c'est 17 000 francs congolais. Nous avons donné cette première information. La deuxième information à vous donner, je rappelle au commissaire de la police, au numéro 1 de la police, nous avons besoin de votre implication. C'est la deuxième information. Quoique nous sommes pendant la période de bouclage, vous savez que la fin de l'année nous concerne tous. Il n'y a pas que des policiers qui sont concernés par les fêtes de fin d'année. Tous nous sommes concernés. Et la crise se vit à tous les niveaux. C'est à vous, monsieur le général, mon général Karoua, de faire un rappel à vos troupes, d'arrêter, de cesser avec les tracasseries. Déjà, que les chauffeurs se battent, les responsables de véhicules se battent pour payer tous les documents pendant cette période de bouclage, les documents de bord. Mais si on doit en plus avoir la police de roulage qui embête inutilement, qui tracasse inutilement la population, mon général, on ne sera pas en train d'évoluer dans ce pays. Le développement ne sera pas un bon développement. Nous aurons toujours des personnes qui vont faire souffrir les autres inutilement. Mon général, nous sommes en plein mois de décembre. Nous vous demandons, nous vous rappelons encore une fois de faire un rappel à vos troupes. Bureau de... Aujourd'hui, les services de sécurité, on se gêne même de dire que ce sont des services de sécurité, ce sont des services de protection. On se rend compte qu'on est plus dans une insécurité quand on est en face des tracasseries. Information, c'était la deuxième information. La fois prochaine, nous allons aborder le dossier Sénacé. Vous savez pourquoi ce dossier est important. Monsieur Joël Malobo, nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine d'aujourd'hui. Économique concret, votre mot de la fin, vous avez 1 minute. En fait, le mot de la fin, c'est je suis en train d'appeler les entreprises aujourd'hui de faire un effort de partager les informations financières. Et j'en appelle aussi à la Banque centrale de prendre ses dispositions pour, n'est-ce pas, convoquer les banques commerciales pour trouver une solution sur les problèmes des ratés des petites coupures. Merci beaucoup, monsieur Joël Malobo. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous disons également à vous, fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, nous sommes toujours là pour vous servir avec le même et réel plaisir. J'aime toujours vous dire, et je le dirai toujours, le développement de la RDC nous concerne tous. C'est notre affaire. Vos propositions, vos suggestions sont les bienvenues. Nous sommes en train de finir l'année 2021. Abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, faites-nous le plaisir d'être vraiment des abonnés du magazine économique concret. Bye bye et à la prochaine.